Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, clément, le bénisse lui et les siens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission en direct, le magazine de l'Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui qui est consacrée à la République centrafricaine, je vous propose quelques infos qui en fait marquent les événements du continent africain. En France, l'Assemblée nationale a autorisé lundi soir le gouvernement à prolonger l'opération militaire française au Mali que le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a qualifié de réussite sur le plan politique et militaire. Les 7 Français d'une même famille, dont 4 enfants libérés après avoir été retenus en otage par le groupe extrémiste Boko Haram au Nigeria, sont entrés samedi en France, 2 mois après leur enlèvement au Cameroun. Très peu d'informations ont filtré sur les conditions de cette libération annoncée par la présidence camerounaise dès vendredi matin. La Russie va aider l'Égypte à relancer un projet de construction d'une centrale nucléaire, a annoncé lundi le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Rad Salih. Le Caire a gelé son programme nucléaire après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Une délégation russe va venir étudier les détails de ce projet dès que possible. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct, le magazine en Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission en direct, le magazine de l'Afrique consacré aujourd'hui à la République centrafricaine. Vous savez, en ce qui concerne la République centrafricaine, la situation dans ce pays africain ne cesse d'empirer de jour en jour depuis la prise du pouvoir par le rebelle du Seleka. Les nouvelles autorités du pays ont demandé officiellement l'aide de la France et de l'Union européenne pour intervenir, pour mettre fin aux violences dans ce pays, ce qui montre que la nouvelle classe dirigeante du pays peine à rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Il y avait également cette mise en garde lancée par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques, M. Jeffrey Feltman, qui était lundi à Bangui et qui a en fait affirmé qu'il était urgent de rétablir l'ordre dans ce pays africain. Pour en fait entrer dans le vif du sujet, on va partir tout de suite à Tunis pour rejoindre M. Faisal Sharif, spécialiste tunisien de l'Afrique. M. Sharif, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, M. Ahmad. Bonjour à vous, à tous les téléspectateurs de la chaîne Sahar. Merci beaucoup. Monsieur Sharif, comme première question, en fait, pour commencer, entamer notre émission, votre analyse sur, en fait, cette situation qui prévaut actuellement en République centrafricaine, s'il vous plaît. Alors, ce qui prévaut actuellement, c'est presque la tournure que prend la prise au pouvoir actuellement en Centrafrique. C'est le nouveau pouvoir installé depuis le 24 mars qui peine à saisir et à contrôler le pays. Surtout après le départ et la fuite de François Bozizé, l'ancien président, et surtout la position de la France de se garder d'intervenir militairement. Or, il n'y a pas aucune force d'équilibre en fait qui puisse s'établir, ni de force africaine, ni une force militaire en fait qui est crédible auprès des populations. Parce que maintenant, ce qui est tourné presque, c'est ceux qui sont avec le clan Bozizé. Il y a les interventions aussi des voisins, surtout la République démocratique du Congo, parce que Bangui, c'est limitrophe, c'est à la frontière de la République démocratique du Congo.
et le nouveau pouvoir qui est presque appuyé par N'Djamena, par le Tchad. Donc vous voyez que le problème n'est certainement pas interne, mais il y a des interférences aussi des voisins, et le nouveau pouvoir est beaucoup plus appuyé par le Tchad, qui tient à tout prix à ce que le nouveau pouvoir tienne les rênes du pouvoir, parce qu'il y a des questions stratégiques très importantes, il y a un enjeu très important de la République centrafricaine par rapport à ses voisins et ses richesses aussi. Là, on en parlera après. Merci beaucoup. Là, vous faites allusion, M. Sharif, à une en fait de remarque très importante à mon égard. S'agissant par exemple de cette proposition du Tchad, vous savez, le Tchad était parmi le premier pays à envoyer les centrafricaines pour empêcher la progression, l'avancée des rebelles. Là, on a en fait à la prise du pouvoir par les rebelles du Séléka, et comme vous l'avez très bien remarqué, cette nouvelle classe dirigeante du pays est appuyée et soutenue par le Tchad. La situation est vraiment compliquée, M. Sharif. Exactement. La Centrafrique, je vais mettre peut-être un peu nos téléspectateurs dans l'image de ce pays. C'est un très vaste pays et en même temps avec une petite population qui ne dépasse pas les 5,8 millions d'habitants. La Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu moyen de 375 $ par habitant. La Centrafrique contient des richesses énormes en uranium, en or, et on parle de gisements de matières premières telles que le pétrole et d'autres matières qui ne sont toujours pas exploitées. D'où l'intérêt des pays voisins. Pourquoi le Congo et le Tchad? Parce qu'ils ont les plus grandes frontières avec la Centrafrique, qui s'étalent sur des centaines de kilomètres. Et donc c'est un pays qu'on croit faible et qu'on peut dominer pour des raisons stratégiques. Parce que le diamant que produit par exemple la Centrafrique, il y a une grande partie qui est monopolisée par l'État, mais il y a une très grande partie qui tombe entre les mains de la contrebande. Et la seule société étrangère qui l'exploite, c'est Areva, comme au Niger, on a vu dernièrement. Donc l'enjeu, il est de taille en Centrafrique, mais en même temps que la France n'intervient pas. Elle a une troupe d'élite de 600 soldats à peu près, qui cantonnent dans l'aéroport de Bangui, pour protéger les ressortissants français et les intérêts français, dont la société Areva bien sûr, les écoles françaises et toute la communauté française à Bangui et dans toute la Centrafrique, qui est estimée à 1250 Français. Donc la France aussi agit selon une stratégie d'ailleurs installée pour l'Afrique et prévue pour l'Afrique depuis Lionel Jospin, qui se résume en une phrase. Ni interférence, ni indifférence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on n'intervient pas militairement, mais quand même on a les yeux braqués sur le pays pour voir l'évolution et ne pas intervenir militairement. Et bien pourquoi? Parce que la France souffre d'un handicap, que c'est l'ex-colonisateur de ce pays. On n'oublie pas que la Centrafrique est un pays qui a été colonisé par la France, et elle a pris son indépendance le 13 août 1960. Donc, si la France intervient, c'est presque un retour à la colonisation. Vous voyez un petit peu le complexe aussi dont a la France par rapport à ces pays. Donc, la France se garde d'intervenir militairement, mais c'est le Tchad, aujourd'hui, qui est le principal acteur. La dernière réunion qui a réuni, en fait, les acteurs actuels et ceux qui sont au pouvoir, s'est déroulée à N'Djamena, pour dire que le Tchad est maintenant le pays qui est le plus concerné par l'évolution politique de Centrafrique, pour l'avenir aussi bien du pays que pour les intérêts stratégiques du Tchad, parce que le Tchad veut se protéger aussi de ses ressources pétrolières dans la région, surtout dans la région du sud du Tchad. Donc elle a intérêt d'avoir des voisins calmes, d'avoir un régime, je dirais, fantoche, qui ne nuit pas à ses intérêts, et peut-être pour d'autres intérêts économiques dans le pays, pour pouvoir peut-être intervenir économiquement
en Centrafrique qui est considéré comme un espace vital aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour le Tchad. D'où l'interférence des intérêts de ces deux grands pays dans la Centrafrique pour comprendre un petit peu vraiment la complexité du problème de Centrafrique aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Sharif. Merci beaucoup pour vos explications. Merci beaucoup pour votre commentaire, analyse pertinente. Monsieur Cheikh Saad Boussou également va nous rejoindre dans quelques minutes. En attendant, je vous propose de regarder un reportage. On reviendra tout de suite après. Le nouveau président centrafricain Michel Djotodia a sollicité l'aide de la France pour sécuriser la Centrafrique en proie aux problèmes d'insécurité, mais surtout aux pénuries. Le Premier ministre Nicolas Tiangay a demandé mardi dans un message radio-télévisé l'appui de la France à la force multinationale d'Afrique centrale. Ces dernières pourraient aider en tant que force impartiale pour la conduite des opérations de sécurisation de la ville de Bangui et toutes les régions de notre pays, a-t-il déclaré. Depuis le coup d'État le 24 mars des rebelles du Séléka qui a abouti à la chute du président François Bozizé, le pays est presque quotidiennement la scène des pillages, de meurtres et d'affrontements. Les biens publics et privés, les hôpitaux, les centres sanitaires et les bureaux des agences d'aide ne cessent de faire l'objet des pillages et des attaques. Des centaines de personnes ont fui ces derniers, la capitale Bangui, à cause des affrontements. Entre-temps, ce qui a renforcé les inquiétudes, c'est de voir ces troubles et affrontements. L'analyste politique estime que la demande officielle des autorités centrafricaines auprès de la France pourrait fournir un très bon prétexte et légitimer la présence française sur le sol centrafricain. Il y a ceux parmi les analystes qui estiment que la France a tourné le dos au régime de Bozizé qui n'était pas populaire, et ce pour se poser en protecteur de la démocratie. Sous ce règne, François Bozizé a refusé de respecter ses engagements pris dans le cadre des accords de paix. Pire encore, il a tourné le dos au peuple et accordé des concessions aux étrangers pour consolider les bases de son pouvoir. Par ailleurs, Paris a appuyé en coulisses les rebelles, rendre ainsi le terrain favorable à ceux qu'ils arrivent au pouvoir. Les analystes indiquent que la demande d'aide aux colonialistes pour établir la sécurité en République centrafricaine aura des conséquences très négatives car cela fournira un très bon prétexte à la France et à ses alliés pour revenir et faire sous la couverture des aides. En outre, les aides fournies jadis par la France et à ses colonies en Afrique n'étaient que de façade. La preuve en est le fait que ces pays comptent parmi les plus pauvres pays du monde avec un niveau très bas des standards, surtout en matière d'éducation et de santé. La poursuite de la politique d'agression de la France en Afrique intervient alors que François Hollande a promis dès sa prise de fonction présidentielle de mettre un terme à la France-Afrique. La France a peut-être peur de la présence en Afrique des puissances émergentes, surtout la Chine, qui tente de nouer des relations égales à égales avec les pays africains. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct, le magazine de l'Afrique. J'ai à mes côtés dans le studio Monsieur Cheikh Saad Boussou. Monsieur Boussou, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci vous aussi de m'avoir invité sur ce plateau aujourd'hui. Je vous en prie. Monsieur Cheikh Saad Boussou, vous savez, s'agissant de la République centrafricaine, la nouvelle classe dirigeante à Bangui, c'est-à-dire les rebelles du Séléka, en fait, peine à rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Ils ont fait officiellement une demande auprès de la France.
le président, le Premier ministre centrafricain, intervenir et mettre un terme aux violences, aux scènes de pillage et de meurtre dans le pays. Comment peut-on vraiment expliquer cette demande officielle de ces nouvelles autorités du pays auprès de la France pour intervenir et mettre un terme aux violences et aux meurtres? Bon, je pense tout d'abord qu'après la chute du pouvoir de Bozizé, après la chute de son pouvoir, jusqu'à présent, le pays est sombré dans un chaos vraiment total. Tout simplement parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir, que l'ancien président aussi avait ses hommes qui étaient sur place, d'accord? Donc, ils vont faire tout le possible pour essayer de mettre le désordre dans ce pays pour que le peuple soit un peu mécontent de ces rebelles qui ont pris le pouvoir à sa place. Très bien, Monsieur Saad, là vous faites allusion vraiment à une remarque très très importante. L'ancien président Bozizé avait ses hommes et a toujours ses hommes sur place parce qu'il était président de la République. Il avait également ce soutien à l'extérieur du pays. Vous vous en souvenez lorsqu'il y avait question de ne pas permettre l'avancée, la progression des rebelles et du Séléka, l'ancien président bénéficiait du soutien de certains pays étrangers et également de certains voisins, très particulièrement le Tchad. Maintenant, l'ancien président est abandonné par ses soutiens en fait étrangers et les mêmes personnes soutiennent actuellement les rebelles à Bangui. Ah, d'accord. Comment on le dit en français, sauve qui peut. S'il y a un problème, sauve qui peut. Cela veut dire que s'il y a un problème, chacun essaie de défendre ses intérêts dans ce pays. Surtout le Tchad qui a une frontière commune avec Bangui, avec la Centrafrique. Donc, il va faire tout son mieux pour essayer d'être avec les rebelles qui vont essayer de leur promettre un avenir beaucoup plus mieux que l'ancien président Bozizé. Donc, même aussi la France avant le coup d'État qui s'était déroulé là-bas en Bangui, il était totalement avec François Bozizé, le président sortant. Donc actuellement, si vous voyez que la situation est en train de se tourner en faveur des rebelles, cela veut dire que la France a abandonné son compatriote qui était le président Bozizé. Donc on peut dire qu'il est en train de rejoindre les rebelles. C'est la même chose aussi que le Tchad qui est en train de défendre son intérêt dans ce pays. Surtout le Tchad lui-même, il a des réserves pétrolières qui se trouvent presque à la frontière avec la Centrafrique. Donc, il est en train de faire son mieux pour essayer de rétablir l'ordre ou bien pour essayer d'être d'accord avec les rebelles qui dirigent actuellement la Bangui. Et en fait, c'est cette politique de Paris aussi que Cheikh Saad ne date pas en fait d'aujourd'hui ni d'hier, mais d'avant-hier. Vous vous en souvenez par exemple, la même politique était pratiquée à l'égard des autres pays africains également. L'exemple en est surtout par exemple la Côte d'Ivoire. Vous vous en souvenez il y a quelques années lorsque les rebelles étaient en train de partir, étaient en route vers Abidjan, les forces françaises sont intervenues, ont empêché les rebelles de prendre en fait Abidjan, et à l'époque ils soutenaient par exemple Laurent Gbagbo, et ensuite ils ont abandonné Laurent Gbagbo et ils ont pris parti pour en fait ses adversaires en ce qui concerne les Français. Cette politique a été presque en fait toujours appliquée par Paris, n'est-ce pas? Oui, excusez-moi de vous le dire, mais Paris adopte une politique vraiment sale, une politique charognard qui tout simplement il essaie de voir ce qui l'arrange dans un pays pour essayer d'être avec eux. Tout le monde le savait, il était totalement d'accord avec certains pays africains, il était totalement d'accord avec certains présidents africains, mais s'il voit que ces présidents-là sont en train de chuter, il leur tourne le dos pour aller de rejoindre les rebelles, les opposants. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo avait été attaqué, mais au début, la France était totalement d'accord avec lui, donc après, il a vu que le pays... Il a changé de camp, il les a tourné le dos, il a rejoint les rebelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Centrafrique. Il sait bien que le pays, Bozizé, a perdu son pays, donc il a rejoint totalement les rebelles. Mais par contre, si vous voyez qu'au Mali, il a intervenu,
c'est tout simplement parce qu'il était d'accord aussi avec le Tchad au Mali. Il était d'accord, mais si vous voyez qu'aujourd'hui, vous voyez qu'en Centrafrique, il est un peu opposé au Tchad, au régime tchadien qui est intervenu là-bas en Tchad. Parce que tout simplement, Tchad aussi veut, ils veulent dire, grosso modo, les Tchadiens disent qu'ils veulent l'établir l'ordre, mais tout simplement, ils sont en train de chercher à stabiliser leurs intérêts qui se trouvent dans ces pays-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va partir tout de suite à Tunis pour retrouver M. Faisal Sharif, spécialiste tunisien de l'Afrique. Monsieur Sharif, vous venez de le dire tout à l'heure, en fait, la politique de Paris en Afrique, ça se résume en une phrase depuis en fait Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre français, ni interférence, ni indifférence. Mais Monsieur Sharif, vous savez, lorsque l'actuel président français était en campagne électorale, il a promis de mettre un terme à la France-Afrique et d'opter pour une autre politique à l'égard de l'Afrique, mais on est témoin en fait du fait que la France c'est la même France, c'est même discours, même politique qui sont en fait appliqués à l'égard de l'Afrique, n'est-ce pas? Exactement, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des intentions ou plutôt de vouloir instaurer une nouvelle politique vis-à-vis de l'Afrique, mais n'oublions pas, on a affaire à un legs, à un héritage, à toute une histoire de l'Afrique qui a été d'abord colonisée et puis tenue par des régimes sanguinaires et militaires en Afrique. C'est ça ce que hérite la France aujourd'hui et c'est ce qu'elle a soutenu aussi pendant longtemps. Parce que n'oublions pas, en général, la politique occidentale, pas que française aussi en Afrique, et pourquoi ces pays sont restés vraiment arriérés sur tous les plans, militaires, économiques, social, santé, etc. Parce qu'on a essayé de gérer les choses comme elles sont, du moment que ça ne nuit pas aux intérêts économiques. Quand on parle du gisement, quand on parle d'uranium, de diamants, d'or, c'est-à-dire qu'on exploite ces ressources, et que les régimes en place ne nuisent pas aux intérêts de ces pays. Du moment qu'ils touchent directement les intérêts de ces pays, là les choses tournent autrement. Donc, pour bien comprendre la politique française aujourd'hui, ce n'est pas une intention de nouvelle politique, mais c'est d'un héritage. N'oublions pas que le régime le plus sanguinaire d'Afrique était installé en République centrafricaine. C'est Bokassa, quand on parle de République. C'est très difficile de prédire en fait les positions, la force d'une milice par rapport à un autre. On a vu au début comment on a essayé d'instaurer un débat et N'Djamena est entré en ligne. Comme en 2003, la France a appuyé militairement Bozizé, qui est un général, hein, donc on ne trouve pas de pouvoir civil dans ces pays, et que les choses ont tourné autrement. C'est-à-dire que les milices de Salaké, qui progressaient et qu'on voyait que la chute était imminente de Bozizé, on l'a lâché. Alors imaginons autre chose, que la France elle a soutenu au dernier moment Bozizé, et que les régimes, les milices ont pu réussir. Vous voyez la posture de la France après. Et c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, comme je suis à Tunis, pendant la révolution tunisienne. La France, elle a soutenu le régime français, elle a soutenu jusqu'au bout le Ben Ali. Même les armes, on voulait les envoyer à l'époque. Ali Omari voulait envoyer des armes pour Ben Ali pour matraquer un peu la rébellion. Or, après, la France, elle s'est trouvée en très mauvaise posture. Elle n'était pas avec le peuple, avec la voix majoritaire du pays par rapport à un régime. Donc la France, elle a un choix ici. Ou elle choisit un régime, elle l'appuie jusqu'au bout, contre la volonté. Est-ce que ici, le problème maintenant en République centrafricaine, est-ce que c'est un débordement populaire? Est-ce que ceux qui maintenant ont pris le pouvoir représentent la plupart ou la majorité de la population? Et c'est ça les véritables questions que posent les diplomates français. C'est-à-dire que moi, si je me mets avec un pouvoir qui a une base minoritaire dans le pays, là, après, je vais m'aliéner, je vais perdre tous mes intérêts. Le nouveau régime peut avoir de nouvelles alliances, comme avec la Chine, comme avec les États-Unis, ou d'autres puissances internationales. Merci beaucoup, M. Sharif,
votre analyse. Et merci à vous d'être avec nous pour cette émission, le magazine de l'Afrique. Merci infiniment d'être de te donner le micro à mon invité, à mon cher invité à Tunis. On va ensuite à Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran. Monsieur Sharif, une dernière question très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est dans son rôle en ce qui concerne l'Afrique ou pas? Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Est-ce que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, est-ce qu'elle est dans ce qui concerne l'Afrique pour permettre aux pays africains de surmonter leurs problèmes et de résoudre leurs difficultés? Quand on dit l'ONU aujourd'hui, on dit les grandes puissances. Et on dit plutôt la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. La Chine et la Russie, vous les voyez, ils sont en train de faire leur politique à part. Donc, parler des Nations Unies comme un corps homogène, en fait, qui regroupe la volonté internationale, franchement, moi, je n'y crois pas. Merci beaucoup. Je crois à ce que quelques puissances dans ce pays ont leurs intérêts à défendre dans des pays, comme l'Irak, on a vu, et dans d'autres interventions. Merci beaucoup. Et votre analyse? Tout d'abord, je pense que si on dit que l'Afrique en général, c'est un peu exagéré. Il y a certains pays africains qui ne sont pas pauvres, qui n'ont pas de problème. Il y a certains pays africains qui n'ont jamais eu de guerre ou de problème comme ça. Mais s'il s'agit de l'ONU par rapport aux pays africains qui sont en guerre ou qui ont des problèmes, qui sont en difficulté, je pense que l'ONU ne joue pas bien son rôle parce qu'il est dicté par les grandes puissances. Il est dicté par les États-Unis, la France et aussi les autres puissances comme l'Allemagne, les États-Unis, la France. Donc, il fait tout son possible, il les écoute avant de faire toutes choses. Alors que d'antan, il disait que l'ONU est libre de faire ce qu'il veut, mais il écoute actuellement, l'ONU est en train d'écouter les grandes puissances. Autrement dit, ces pauvres pays africains sont en quelque sorte victimes d'une rivalité entre ces puissances. Oui, il y a aussi ces genres de problèmes. Comme par exemple certains pays africains qui sont actuellement en guerre, ils ont des problèmes entre les comme par exemple, si la France veut intervenir quelque part, l'Amérique peut dire non, il ne faut pas, donc ils vont poser le veto et aussi que l'ONU ne va rien faire dans son domaine. Merci beaucoup, monsieur Cheikhna Saad Boussou, spécialiste sénégalais de l'Afrique, d'être avec nous pour cette émission, le magazine de l'Afrique. Mes vifs remerciements vont également à monsieur Faisal Sharif, spécialiste tunisien de l'Afrique, qui était avec nous pour cette émission depuis Tunis. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre magazine de l'Afrique et pour parler d'autres événements marquant l'actualité africaine. D'ici là, je vous confie tout à tous à l'égard de Dieu. Au revoir, amis, et à très bientôt.